Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier vlog, voilà, sur la chaîne Junkie et Matounet. Je suis un petit peu malade, du coup ça va s'entendre. Je suis plutôt content de faire ce format-là, ça fait un petit moment que je voulais le faire. Et du coup là on va pas se prendre la tête, voilà, je vais vous parler de tous les films du coup que j'ai pu voir au ciné chaque mois. Donc je vais essayer de faire une vidéo par mois. Ça permettra de faire du contenu sans que je me prenne trop la tête, me remettre dans le bain. Vous inquiétez pas, les épisodes arrivent, hein, je vous ai pas oublié sur le top 30, je vous ai pas oublié sur Darren Aronofsky. Il y a 2-3 autres épisodes aussi qui vont essayer de venir, mais on va essayer de faire des trucs cool et quali. Du coup, donc là pour ce mois de janvier 2024, voilà, donc j'aurai mon magnifique tableau à côté de moi, donc si je tourne la tête, voilà, c'est pas que je m'en fous de vous, c'est juste que du coup je peux voir ce que j'ai écrit. Et du coup, pour le mois de janvier, j'ai vu pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 films. Je vais d'abord vous parler des films que j'ai vus au cinéma, d'accord ? Même si c'est des films qui sont ressortis, notamment il y en a un là qui était en séance un peu spéciale. Et après, je vous ferai aussi l'analyse de mes séances maison, donc je vous dirai quand on passera en séance maison. Donc séance maison, c'est des films que je n'avais jamais vus et que j'ai vus chez moi. Voilà, tout simplement. Donc on va d'abord commencer avec les films que j'ai vus au ciné. Et du coup, à savoir, avant que j'oublie, j'ai séparé mon tableau en 5 catégories, du coup, pour donner en fait mon appréciation. Ça m'évite de donner une note, mais ça me permet de vous dire de vous donner le ressenti que j'ai eu et l'appréciation globale. Donc, je vais avoir du coup 5 catégories, donc les films que j'ai adorés, les films que j'ai appréciés, voilà. Les films OSEF, donc le film on s'en fout en gros, moi je trouve que c'est le pire état pour un film, il est ni bon ni mauvais mais il est oubliable, voilà. C'est-à-dire que même les films nuls pour moi, on les oublie pas forcément. J'ai donc adoré, apprécié OSEF, ensuite les films mauvais et les films que j'ai trouvé nullissimes. Voilà. Donc c'est les 5 catégories, adoré, apprécié, OSEF, mauvais et nullissime. Donc on va commencer par le premier de cette année que j'ai vu, voilà, et pas des moindres, Napoléon de Ridley Scott. Le mec a fait des super trucs il y a 20 ans, voire il y a 40 ans, hein, on n'oublie pas Alien, Blade Runner, tout ça. Et il pense qu'il peut toujours faire la même chose en se contentant d'écrire des pavasses et des longueurs dans ses scénarios. Comment vous dire à quel point Napoléon est mauvais ? Enfin, même pas mauvais, là vraiment pour le coup il est nul. Je peux pas dire mauvais parce que je l'ai pas placé dans les mauvais, je l'ai placé dans les nullissimes. Purement et simplement parce qu'en fait c'est un gros foutage de gueule. Voilà. Souvent on m'entendrait dire que c'est du foutage de gueule. Je vous préviens, dans l'année il risque d'y en avoir beaucoup. Ridley Scott, en fait, là, sur Napoléon, clairement, il va nous raconter une histoire d'amour, une romance avec Joséphine, etc., dont on se fout pas mal. Donc les scènes de bataille, elles vont être très minimes. L'histoire, avec un grand H, au vu de ce que j'ai pu lire d'un peu partout et du peu de connaissances que je vais avoir sur Napoléon, c'est même pas remanié, là, c'est genre transformé, c'est tout ce que vous voulez. C'est un gros crachat au visage de l'histoire, des historiens, des recherches historiques, des archéologues, etc. Le côté stratège militaire, il n'y a pas, enfin, il est très peu abordé, hein, on voit quelques batailles et encore elles sont découpées, surcutées, enfin bref, c'est un film de 2h30 d'une longueur incroyable et je crois bien que de toute ma vie, c'est la première fois que j'ai ressenti l'envie de partir d'une salle de cinéma. C'est vrai que j'ai vu des films nuls, hein, et là il y en aura encore d'autres, hein, mais ces films-là, j'ai pas eu envie de partir. Napoléon, j'ai eu envie de partir. Je me suis dit, on va peut-être pas commencer l'année 2024 comme ça, ouais, une catastrophe sur tous les points. Ridley Scott, casse-toi. En fait, j'ai l'impression qu'il aime faire que des trucs longs et chiants ces dernières années. Et si c'est des franchises mythiques, il va pas se priver de les de les rendre incohérentes et inconsistantes. Donc Napoléon, voilà, nul. Premier film de l'année, vraiment pas terrible. Au suivant, maintenant, on va passer au suivant, et le suivant, c'est Les Trois Mousquetaires Milady de Martin Bourboulon.
Alors, Les Trois Mousquetaires, je trouve que ça fait partie de ces projets de 2023, ou parce qu'il est sorti en 2023 comme Napoléon, hein, désolé. Les Trois Mousquetaires Milady, en fait, fait partie de ces projets de 2023, avec notamment Anatomie d'une chute, avec Mars Express, euh, ou Vermine aussi, j'en parlerai plus tard de Vermine d'ailleurs, qui font partie en fait de ce. J'ai l'impression que le cinéma français commence à se enfin, à retrouver des idées, à retrouver des bollocks en fait. Voilà, à essayer de proposer autre chose que ce qu'elle propose déjà en grande quantité, hein, notamment, voilà. Je vous cache pas, la vidéo de février, je l'ai déjà commencé, le mois de février est très très. Bref, et pas terrible. Du coup, les Trois Mousquetaires Milady, beaucoup de gens, oui, c'est sombre, oui, c'est un peu lent, oui, ça va un peu vite, etc. Ouais, mais déjà réaliser un projet épique de cette ampleur, avec un budget pareil, par rapport à Astérix et Obélix, j'allais dire l'Empire contre-attaque, mais l'Empire du Milieu, pardon. Euh, je trouve que surtout dans le domaine dans lequel c'est, je trouve que c'est vraiment incroyable. On a un super casting en plus, hein, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, Eva Green, mon dieu, Eva Green, François Civil du coup, qui sont vraiment Louis Garrel aussi en Louis XIII qui me fait mourir de rire. On a un super casting, on a vraiment un budget incroyable pour un récit épique, et surtout c'est un film de cap et d'épée les gars. Cap et d'épée au cinéma, ça faisait une paye que j'en avais pas vu quoi. Vraiment. Donc non, c'est vraiment, je suis très 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 content de voir ça. Et du coup, je trouve que bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des longueurs, c'est vrai qu'il y a un ventre mou, surtout dans ce deuxième volet par rapport au premier. C'est assez rapide sur pas mal de points. Il y a des personnages qu'on va beaucoup explorer, d'autres clairement moins. Mais, euh, mais les Trois Mousquetaires, Milady, voilà, ça reste un film que j'ai apprécié. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié. Les deux films, je les ai appréciés. C'est une prise de risque que j'aime beaucoup. Et bon, voilà, après, moi, quand il y a des épées, je suis totalement fan. Mais voilà, enfin, pas forcément tout le temps. On y reviendra. Alors, passons au film suivant. Du coup, on a pour l'instant Napoléon que j'ai trouvé nul, Les Trois Mousquetaires Milady que j'ai apprécié. Passons maintenant à notre premier mauvais film, Aquaman et le Royaume perdu. Alors, là vous dites, oh, le mec il a mis Napoléon en nul et il trouve moins nul Aquaman et le Royaume perdu. Alors, oui et non. Il est nul. Vraiment, il est très très nul ce film. Mais je ne l'ai pas mis dans les nullissimes, je l'ai mis dans les mauvais, pour la bonne et simple raison, c'est que je savais à quoi m'attendre, dans le sens où le DCU qu'on a connu, il est mort avec ce film. Donc ce film, c'était sûr et certain que ça n'allait pas être un chef-d'œuvre. Ils n'allaient pas se casser le cul à travailler correctement sur ce film. Et James Wan, malheureusement, moi qui l'appréciais beaucoup, je suis en train de le détester petit à petit parce qu'il devient un pur yes man pour le compte de Warner Bros. Et moi ça me fait chier quand on a un réalisateur avec un talent pareil, notamment dans le domaine horrifique, de se contenter de ce travail-là, d'être content de ça en fait. Pour vous la faire courte, Aquaman et le Royaume perdu. On va rusher la vie d'Aquaman en 4 minutes d'introduction sur 2 heures de film. Avec la première blague pipi. Voilà, première blague du film, c'est une blague pipi. Aquaman se fait clairement pisser dans la bouche, hein, ça nous donne le ton par rapport à ce qu'ils vont donner aux spectateurs, ce qui est le cas, du coup, ils nous ont pissé dans la bouche. Et en fait, pendant 1 heure et demie, on va avoir les méchants qui vont chercher une ressource. Voilà, ils vont chercher une ressource pour faire fonctionner des vaisseaux qu'ils ont trouvés. Aquaman, lui, va aller libérer son frère, Orm, et puis il va juste se foutre de sa gueule pendant 1 heure et demie. Et au bout d'une demi-heure, tous les gentils se regroupent, les méchants vont à l'arcade principale, et là, paf, oh mince, on a oublié, dis donc, et c'est vrai qu'il y a le Royaume perdu dans le titre. Et le Royaume perdu, en fait, ils en parlent pendant genre la dernière demi-heure de film.
Pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? Bref, vraiment pas ouf. Vraiment très mauvais. Je vais pas l'enterrer davantage. Je pense qu'il y a d'autres gens qui vont faire mieux que moi. Mais voilà. Aquaman et le Royaume perdu, une catastrophe. Vraiment une catastrophe sur tous les plans. Ouais, je vous donne des avis rapides, hein, très clairement. J'ai pas envie de faire des vidéos ultra longues, donc ça va être des avis très rapides pour le coup, mais assez développés pour vous donner mon ressenti. Alors, prochain film, première claque. Voilà, premier film que j'ai adoré du coup de cette année 2024. Godzilla Minus One. Ouais, excusez-moi, j'étends mes jambes, je me mets à l'aise. Hein. Godzilla Minus One. Alors, Godzilla Minus One est sorti en 2023 aussi, 10 et 11 décembre de mémoire. Il est sorti juste 2 jours. Pas ouf. Voilà, pas ouf pour ceux qui ont envie de le découvrir. Là, c'est pareil, j'ai la même frustration avec Creation of Gods, le film là qui se prétend être le Seigneur des Anneaux chinois et qui a l'air vraiment incroyable. Godzilla Minus One du coup est ressorti du 17 au 31 janvier. J'ai été le voir à partir du 17 janvier du coup en séance IMAX. Merci bon sang, merci bon sang. Je suis désolé, j'ai pas le nom du réal, je l'ai pas, mais mec, je t'aime. Voilà, je t'aime, je te le dis, je te remercie grandement. Godzilla Minus One, ça remet du coup en place ce qu'est Godzilla. C'est-à-dire Godzilla, du coup, pour les 2 derniers du fond qui dorment et qui suivent pas, c'est la représentation en fait du traumatisme japonais vis-à-vis des attaques américaines et de la bombe atomique. Là, on va avoir cet aspect-là, du coup, parce qu'on est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment on parle de quelques mois hein, dans l'histoire du film. Et notre héros, en fait, c'est un kamikaze qui a pas fait son boulot. Voilà. Qui a vu Godzilla, qui a débarqué sur une île où il réparait les avions kamikazes. Et lui, en fait, il a prétexté une panne, alors que juste, il avait pas envie de mourir parce qu'il savait déjà que le Japon avait perdu. Il va voir la créature, etc. Et quelques mois plus tard, il va la revoir. Et en fait, du coup, il va trouver son courage. Bref, on a un magnifique récit initiatique, en fait. Et du coup, le héros, en fait, passe de couard à courageux à la fin du film. Bref, j'en dirai pas plus, il faut le voir. Mais voilà. Et Godzilla, en fait, il représente du coup ce traumatisme japonais, mais également, en fait, l'orgueil et la fierté japonaise. Et tout le film pose la question du que vaut la vie humaine par rapport à l'honneur. Et ça rentre vraiment, et c'est une question intimement liée à la culture et à la société japonaise. Qu'elle sorte de la Seconde Guerre mondiale ou actuellement. On n'est pas sur les mêmes cultures qu'en France. Hein. Enfin, qu'en Europe et en Occident de manière générale. Là, Godzilla Minus One, on a tout ça, en fait. Du coup, le traumatisme de l'Occident sur le Japon et de la fierté et de l'orgueil japonais, de sa politique, de son gouvernement. Et après, moi, c'est mon interprétation, attention, je dis pas que tout ce que je dis là, c'est la pure et simple vérité, mais voilà, moi, c'est le ressenti, c'est ce que j'ai analysé perso. On a surtout, pour faire beaucoup plus simple, un Godzilla qui redevient un véritable méchant, un véritable monstre destructeur. Voilà, on a des scènes de chaos gigantesques, extrêmement bien réalisées par une trentaine de personnes, dont le réalisateur lui-même, pour un budget de 15 millions d'euros. Comment vous dire que Godzilla Minus One, avec ses 15 millions d'euros de budget, hein, environ, fait passer Aquaman et le Royaume perdu avec ses effets visuels, parce que ça j'en ai pas parlé, mais qui sont catastrophiques. Hein. Godzilla Minus One avec 15 millions d'euros fait passer Aquaman pour du pipi de chat. Et encore un pipi de chat malade. Voilà, vraiment. Je vous jure que les effets visuels sont fantastiques, le son il est extrêmement bien travaillé. Les cuts sont pertinents, Godzilla est splendide. Non, vraiment, une dinguerie en tout point. Une dinguerie en tout point. Voilà. Passons au film suivant, maintenant. Alors, le film suivant, c'est que je suis mes lignes. Voilà.
Vermine de Sébastien, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolé, on va dire de Seb, voilà. Euh, Vermine du coup, film d'horreur français avec des grosses araignées, j'ai adoré. J'ai adoré, il est ultra pertinent et il utilise parfaitement l'horreur, non pas comme le genre à part entière qui doit être omniprésent et suinté à l'écran, mais plutôt comme comme juste un prétexte, un fond pour raconter quelque chose d'autre. En l'occurrence, là, on va aller en fait tacler les conditions de vie des personnes dans les quartiers sensibles, dans les cités, dans les banlieues, de la communication qu'ils vont avoir avec la police de manière générale et avec la société de manière générale, comment en fait le poids du regard extérieur de la société en fait sur ces quartiers et la communication avec la police, les autorités. Les vermines ne sont pas les araignées. Les habitants en fait vont se retrouver, les habitants d'un immeuble vont se retrouver mis en quarantaine parce qu'il y a une prolifération d'araignées. Et les araignées en fait grossissent et s'adaptent aux prédateurs qu'elles vont avoir en face, aux proies qu'elles vont avoir en face. Donc du coup en fait tout le long du film les araignées sont de plus en plus grosses, sans atteindre une taille démesurée comment il s'appelle, Aragog dans Harry Potter ou l'araignée dans le Seigneur des Anneaux, Shelob, bref, je suis pas sûr de ce que je dis, mais pas des grosses araignées comme ça, mais quand même, voilà, on est à la taille d'une demi-voiture à la fin pour la plus grosse. Et du coup, en fait, le fait qu'elles grossissent, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, les plus grosses, du coup, arrivent vraiment au climax du film, vraiment à la fin. Tout ce qui est en lien avec les araignées est génial et à chaque fois, quand ça avance dans l'histoire, à chaque fois, c'est pertinent. Le fait qu'elles grossissent, le fait qu'elles aient peur de la lumière, on éclaire les problèmes. C'est marrant. En fait, les araignées sont les problèmes. Les araignées sont les problèmes sociaux, politiques et communautaires des quartiers. Vraiment, je trouve ultra pertinent ce film. Vraiment, il est ultra intéressant à disséquer. Il est clair, il est concis. On a une galerie de personnages du coup à laquelle on s'attache, on a envie de les aider. Et mention spéciale à Jérôme Niel, que je n'aime pas d'habitude. Je l'ai détesté dans le manoir, je l'ai défoncé. Là, pour le coup, il joue le rôle du mec qui fait du free fight, qui fait du MMA du coup. Hein. Il fait du MMA, etc. Mais c'est le mec qui est violent dans la cage. Par contre, à l'extérieur, c'est une crème, il a envie d'aider tout le monde. C'est un peu le simplet de la bande, tout le monde lui dit de fermer sa gueule à chaque fois dans le film. Et en fait, lui, il veut juste aider, apaiser les tensions et il veut régler les problèmes. Et tous ces personnages, en fait, sont intéressants. On a le facho de service qui se prend pour un justicier et qui aborde tous les clichés possibles et inimaginables, genre parce que un arabe et un noir, ils vont s'échanger une boîte de chaussures dans le parking de l'immeuble, forcément c'est du shit, forcément c'est de la bœuf, forcément c'est de la drogue, ça peut pas juste être une putain de paire de chaussures, non, voilà, en l'occurrence c'est une putain de paire de chaussures. Du coup il se fait, lui, bon voilà, il se fait dévorer par ses propres problèmes. Désolé si je spoil un peu, mais vraiment à découvrir. Vermine, c'est un film à découvrir, à voir, à analyser et à comprendre. Parce que, putain, que c'est bien écrit. C'est extrêmement bien écrit. Les araignées, elles sont là, et quand elles sont là, c'est pertinent. Elles sont pertinentes. Elles sont juste un prétexte. Point. Tout ce qui tourne autour, tout ce que le film veut raconter est pertinent. Donc je vous conseille fortement, si vous pouvez aller le choper en séance du soir, c'est cool. Par contre, et là je m'arrête dans mon analyse filmique, les gens, quand vous allez au ciné, je vous en conjure, arrêtez de nous faire chier, de nous casser les couilles, à vous comporter comme de la merde et à pourrir la séance des gens.
pour Vermine, je me suis retrouvé à devoir m'engueuler avec un groupe de 3 ados débiles qui ne savaient pas se comporter. Pieds sur les chaises, pieds sur les sièges, pardon, à bailler fort, à avoir le téléphone allumé, qui fait des flashs, à bouffer avec la bouche ouverte, pardon, à en foutre partout. Désolé, je digresse, mais à un moment donné, faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. Pourquoi vous venez payer pour une séance si derrière vous pourrissez votre séance et celle des autres? Très clairement. Si c'est ça les gars, vous restez chez vous, vous prenez une pizza et vous regardez un film d'horreur chez vous. Faites pas chier les gens qui viennent voir un film au cinéma pour avoir les meilleures conditions de visionnage possibles. Voilà. C'est ultra insupportable. C'est ultra insupportable. Voilà. Je vais être un peu en avance par rapport au mois de février. Là, j'ai été voir, du coup, là au moment où je tourne, j'ai été voir le biopic sur Bob Marley. Donc ça, j'en parlerai dans mon vlog du mois de février. Il y a un mec, son téléphone sonne 2 fois, et la 2e fois, il répond. En haut-parleur. À quel putain de moment vous vous dites que ça passe? Ce n'est pas censé passer, les gars. Ce n'est pas censé passer. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable au possible. Donc, comportez-vous correctement, éteignez vos téléphones. Si vous avez la flemme de les éteindre, vous les mettez en mode nuit. Moi, tu sais ce que je fais? Je les fous en mode nuit, comme ça, il n'y a personne qui me dérange. Il n'y a personne qui m'emmerde et j'emmerde personne. Au moins, le problème est réglé. Voilà. Donc, vraiment, ça, réapprendre à vivre une séance au cinéma en communauté, c'est ultra important. Je vous renverrai sur la super vidéo qu'a fait il y a quelques années le Fossoyeur de film sur comment se comporter au cinéma. Voilà. Je la trouve, elle a encore beaucoup trop d'actualité en fait. Elle est encore beaucoup trop d'actualité. Et c'est pour ça que notamment c'est par rapport aux films d'horreur et d'épouvante en général, je ne veux pas aller les voir tout de suite parce que je sais que je vais me confronter à ce genre de séance et à ce genre de spectateurs. C'est chiant. C'est chiant. Là, il y a typiquement un film que je voulais aller voir, c'était Amelia's Children. Je pense que je n'irai pas le voir. Pour la bonne et simple raison que à chaque fois que je suis allé au cinéma pour voir d'autres trucs ce mois de février-là, il y avait des gens des ados qui allaient le voir. Ils étaient surexcités et ils allaient être insupportables. Comportez-vous correctement en fait. Ayez une éducation correcte, je pense que vous avez une éducation correcte. Comportez-vous correctement. Vous nous emmerdez. Voilà, c'est dit. J'avais besoin de gueule. Ok, passons au prochain film maintenant. Je suis redescendu, tout va bien. Passons au prochain film maintenant. Wonka de Paul King. C'est une comédie musicale. C'est un film de Noël pour enfants. Osef. Voilà, Osef. Timothée Chalamet, je l'aime bien. Mais là, pour le coup, le film... je me suis ennuyé. Mais je me suis ennuyé pas parce que le film est mauvais, juste parce que je suis pas le public cible. Et j'aurais pu le mettre dans mauvais parce que je déteste les comédies musicales, je vous le dis. Je n'aime pas ça au cinéma, les comédies musicales. Mais là, en vrai, le fait qu'il y ait un côté un petit peu magique, fantastique, des trucs un peu inexpliqués, le fait que les personnages chantent, je me dis le monde est loufoque, ça passe. Et c'est tout. Enfin, vraiment, c'est tout. L'histoire, les bateaux, il y a des révélations qui se font, on sait pas pourquoi. Le film, il est mignon, mais je suis pas le public cible, donc vraiment, Osef. Voilà. Alors, prochain film, du coup, ouais, les films Osef, clairement, je vais pas m'attarder dessus. Prochain film, encore un film que j'ai adoré au cinéma. Et là, en l'occurrence, c'est The Iron Claw, avec donc un film de Sean Durkin, avec Zac Efron dans le rôle de Kevin Von Erich. Et du coup, on parle là de l'histoire tragique de la famille Von Erich, une des plus grandes familles du catch, s'il en est, des années 70 et 80. Du coup, c'est une famille qui a connu un nombre de tragédies incroyables, notamment dû à la pression
interdimensionnel du papa Von Erich, donc Fritz Von Erich, sur ses fils. Pas tout n'est abordé dans le film, je vous l'accorde, hein, notamment la mort de deux des frères n'est pas abordée. Sinon, les autres, on va les voir, sauf Kevin Von Erich, du coup, qui est le dernier de sa fratrie à être encore en vie, encore aujourd'hui. Zac Efron porte incroyablement bien le film. Si on m'avait dit il y a 15-20 ans, tu vas voir, ce mec, il va avoir une musculature de dieu grec et il va porter un film magnifique sur les épaules parce que c'est un acteur incroyable qui peut être extrêmement bien géré sur un tournage si on a un très bon réalisateur. Si on m'avait dit ça, j'aurais rigolé. Là, pour le coup, incroyable. J'ai été le voir 2 fois, du coup, j'ai découvert le lendemain de sa sortie. Donc généralement, les films, j'essaie d'aller les voir le lendemain de leur sortie. Et je suis allé le revoir, du coup, avec Junkie, on est allé le revoir. Déjà, quand on est fan de catch, on a plein de références, c'est génial, hein, notamment Ric Flair et tout, qui est incroyable. Autant le mec ne lui ressemble pas trop faciès,ment, hein, au niveau du visage, il lui ressemble pas trop. Par contre, la gimmick, la tenue, la petite marche à la Ric Flair qu'il fait sur le ring et tout, c'est carré. Les mecs ont bossé, c'est carré de fou. Et vraiment, on est sur un excellent drame, bien fait, bien construit, bien traité. Et vraiment, ouais, la performance de Zac Efron est fabuleuse. Voilà. Iron Claw, j'en dirai pas plus. Voyez ce film. Voyez ce film. Comme tous les films que j'ai adorés, clairement, voyez. Si vous les avez pas vus, voyez. Voilà pour mon analyse d'Iron Claw. Du coup, mon avis, en vrai, j'analyse pas tellement que ça. Hein, voilà. Prochain film. Et là, on passe de top à nul à chier. Un coup de dé de Yvan Attal. Alors moi et le cinéma français, on n'est pas forcément très copains. Pour plusieurs raisons, que je réaborderai avec grand plaisir au mois de février. Pour ma review du mois de février. Le film dure 1h25. C'est un espèce de quatuor chelou entre 2 couples. Guillaume Canet va avoir une maîtresse. Yvan Attal va apprendre qu'il a une maîtresse. La maîtresse de Guillaume Canet va se rapprocher d'Yvan Attal et bim bam boum. Oh là là, mon Dieu, elle meurt. Tout le monde essaye, le tout accuse la femme de Guillaume Canet qui avait déjà agressé la maîtresse en question. Bref, j'explique extrêmement mal, je suis désolé. Hein. Et en fait, le problème que j'ai avec ce film, c'est que ça aurait pu être un polar OSEF. Sauf que Yvan Attal passe son temps à t'expliquer ce que son personnage ressent de manière off. Et règle de base très simple dans le cinéma, on dit toujours qu'il vaut mieux montrer plutôt que dire ou parler. Show, don't tell. Ferme-la. Juste tais-toi. C'est insupportable. Vraiment, on est sur un film d'une bourgeoiserie et d'un élitisme, mais ça en devient écœurant. C'est à en vomir. Vraiment, ça en avoir la nausée. C'est prendre les gens pour des débiles. Il y a un moment donné dans le film où il est en mode oui, c'était à ce moment-là que j'ai ressenti. Oui, mais tais-toi, on voit que tu ressens. Ferme-la, frérot. Juste tais-toi. Regarde dans le vide, panique, joue. T'es un acteur, t'es là pour jouer, mec. T'es acteur et réalisateur, t'es là pour jouer. Joue et ferme-la. On n'a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin que tu nous dises ce que tu ressens. On s'en branle. On s'en branle. Et vraiment, tout le film, c'est insupportable. Et c'est vraiment un petit truc entre potes, en mode, vous avez vu, les bobos aussi, ils ont des problèmes.
Et vous êtes trop cons pour les comprendre. Donc on va vous les expliquer. Et c'est ça tout du long. C'est ça tout du long. Et c'est nous vomir dans la bouche et nous prendre pour des demeurés que de faire ça. Voilà. Yvan Attal, je te crache dessus. Clairement. Ça, c'est intolérable. Prendre les gens pour prendre les spectateurs pour des êtres stupides, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Voilà, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Ce que fait Napoléon avec l'histoire aussi, hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans les nuls. Là, un coup de dé, il nous le fait tout le temps parce qu'il nous raconte à chaque fois ce que le personnage ressent. Il est obligé de blablater en narrateur tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait juste jouer. Et ça, c'est non. C'est pas du gâchis, c'est un choix qu'il a fait. Et ce choix, il nous fait très clairement comprendre qu'on est des débiles et qu'on peut pas synthétiser, analyser le film. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je me dis, ce genre de truc, il est financé en France. Parce que Canal+, France Télévisions, M6, TF1. Voilà. Les 4, ils se sont mis d'accord pour financer cette ordure. Voilà. Ce déchet filmique. C'est d'une nullité, d'un élitisme et d'un orgueil que j'ai rarement vu au cinéma. Pour vous dire, même Luc Besson, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi orgueilleux. Désolé pour les fans de Besson, moi je suis pas un fan, notamment ce qu'il a fait avec Arthur Malédiction. Ça on aura le temps de dire passer, vous inquiétez pas. Avec Jackie, il faut vraiment qu'on en parle de celui-là. Mais là, vraiment, c'est du vomi. Du vomi. C'est nous faire passer du vomi pour une omelette norvégienne. Vraiment, c'est ça. Débile au possible. Vraiment débile au possible. Film suivant. Du coup, on va passer à quelque chose que j'ai adoré. Voilà, vraiment l'ascenseur émotionnel est très élevé ici. Alors, un film que j'ai adoré, du coup, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent l'avoir vu. C'est un film qui est sorti il y a quelques années maintenant. Hein. Invasion Los Angeles de John Carpenter. Invasion Los Angeles, bon, je vais pas en dire plus. Je suis clairement un gros client de John Carpenter. Et c'est l'un de ses meilleurs films. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs films. Si vous devez le voir, il est très intéressant. En plus, on est dans l'époque où John Carpenter tacle tous les gouvernements. Où tout le monde, où le gouvernement de droite vont dire oui, c'est un gaucho. Les gouvernements de gauche vont dire oui, c'est un facho. Voilà. Donc non, vraiment, en fait, juste il est là, il tire à barre les réels sur tout le monde. Le film, il est très cool. Il dure pas des plombes en plus. Et vraiment très anxiogène, etc. Bref, de l'excellent Carpenter, hein, The Thing, Prince des Ténèbres, Christine, Land de la Folie, The Fog. Allez-y, faites-vous plaisir, voilà. Oubliez juste Ghost of Mars qui est une purge sans nom. Oui, parce qu'il n'a pas fait que des bons trucs non plus, hein, soyons francs. Mais voilà, ça reste une grosse pépite et un chef-d'œuvre dans la carrière d'un maître du genre. Et dernier film du coup que j'ai vu au cinéma pour ce mois de janvier, et là c'est un mauvais film du coup, et c'est une déception monumentale, Argyle de Matthew Vaughn. Je vais passer un message à Matthew Vaughn. Quand est-ce que tu lâches Kingsman, mec? Arrête! C'est chiant, bordel! Là, en fait, on a le film qui est en 2 parties. Alors, si vous attendiez à voir plus que ça, Dua Lipa et John Cena, allez vous faire foutre. Voilà, clairement, on s'en fout. Et c'est une déception, mais monumentale. C'est une déception monumentale. Moi, j'attendais beaucoup. J'adore Matthew Vaughn. J'ai adoré ce qu'il a fait sur le X-Men First Class. J'ai adoré les 2 premiers Kingsman. J'ai beaucoup plus détesté le 3e. Et là, Argyle, ça recommence. Alors, pourquoi tu parles de Kingsman? Parce que là, je spoil comme un bâtard. Je suis désolé. Hein, c'est pour vous éviter de perdre 2h30 de votre vie. À la fin, en fait, on se rend compte qu'il y a un lien entre Argyle et Kingsman. Voilà. Il y a une boutique Kingsman. Bref, je vous avoue que clairement, j'étais tellement blindé en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai pas cherché plus que ça à analyser le lien. On a une première partie où on suit Ellie Conway, du coup le personnage de Bryce Dallas Howard qui va être
qui va se retrouver dans une espèce de cercle chelou d'espionnage, de machin, où elle prévoit en fait dans ses romans ce qui se passe dans la vraie vie des espions, dans la vraie vie des vrais espions, la réalité, la réalité véritable. Hein. Et une deuxième partie où ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Voilà. Parce qu'en fait, elle est pas romancière. Je vous ai dit, ça spoil, hein, je suis désolé, hein, mais là vraiment pour le coup c'est horrible. Elle est pas romancière, elle est en fait espionne qui a oublié son truc, mais en fait elle est pas espionne, elle a bossé pour l'organisation concurrente de l'espion qui la protège depuis le début. Puis en fait ils sont ensemble, ils étaient amoureux, et puis en fait ses parents sont pas ses parents, enfin. Une catastrophe scénaristique. Matthew Vaughn, là, il était en mode fou furieux sous LSD. Et pas pour la bonne chose. Hein. Voilà, Edgar Wright, il a fait ça plein de fois, hein, mais ça passe. Lord Scott Pilgrim, Baby Driver, voilà, enfin, bref. Là, Matthew Vaughn, il a pété une durite. La créativité, elle est dead, mais morte de chez morte. Il n'y a rien à dire de plus, juste que le film est long, et je crois que c'est la première fois que je me suis endormi, la première fois de ma vie où j'ai vraiment vu le truc en mode séquentiel, horrible. On a perdu Matthew, quoi. On a perdu Matthew. Donc, non, vraiment, Argyle, ça a été une déception. Du coup, je l'ai mis dans les mauvais films parce que, bah, à un moment donné, il faut pas se foutre de notre gueule. Et là, clairement, ils nous ont vendu ça comme un truc incroyable, alors qu'en fait, bah, il est naze. Voilà, il est archi nul. Bref, enfin, voilà. Je dirais pas qu'il est mauvais parce qu'il y a un peu de travail, la couleur est belle, les cadres sont pas trop mal faits. Par contre, il a perdu, ça c'est un truc que je regrette beaucoup, il a vraiment perdu sa virtuosité dans la façon dont il filme les scènes de combat, les scènes d'action en général. Et ça, je le regrette vraiment beaucoup. Voilà, on a fini les films du coup côté ciné. Donc maintenant on va se pencher sur les séances maison. Donc les séances maison, là il y a 3 films. Là il y en aura un petit peu plus pour le mois de février. Mais du coup, 3 films. Donc le premier c'est Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep et Anna Hathaway. Voilà, c'était un film culte, on m'a parlé plein de fois. Voilà, Osef. Pareil, je suis pas client de ce genre de film. Euh, Tout le cast joue très bien. Emily Blunt, je l'aime beaucoup pour le coup dans le film, mais voilà. Je suis pas client vraiment. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Le propos pour moi tourne en rond. Ça avance pas. Les personnages n'avancent pas. Enfin bref, pas friand. Vraiment pas friand. Du Diable s'habille en Prada. Je suis pas. Voilà, je l'ai regardé pour ma culture perso, mais ça s'arrêtera là. Pareil pour le deuxième film que j'ai vu, et là je pense que ça va un petit peu s'agacer. Mais les goûts et les couleurs, hein, on pourra pas être tout le temps d'accord les copains. Starship Troopers de Paul Verhoeven avec Casper Van Dien. Alors j'adore Michael Ironside, hein. Voilà. J'adore Paul Verhoeven aussi. J'ai adoré Robocop par exemple, Total Recall. Voilà. Je l'ai mis aussi en OSEF. Je le trouve en fait ultra kitschouille. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais film dans le sens où bah, y a du propos, hein. Il y a vraiment un propos sur le côté militariste, antimilitariste, etc. Enfin bref, envoyer de la chair à canon pour la gloire des plus puissants, c'est voilà, c'est un thème assez global. En fait, le film, il a un espèce de rythme un peu bâtard, où à la fois je l'ai trouvé super mou, et à la fois super rapide sur tout le long sur toute la durée en fait, du long métrage.
J'arrive pas à m'expliquer, j'y arrive pas en fait. Starship Troopers, juste j'y arrive pas. Je rentre pas dedans. C'est pas mon délire. Euh, c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas ma cam. Là pour le coup, vraiment, j'accroche pas à Starship Troopers. Donc désolé les amis pour ceux qui aiment. Je sais qu'il y en a plein qui adorent. Euh, Moi je déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Dernier, du coup là, on passe au dernier film de la séance maison, et c'est Godzilla vs Kong. Je l'ai vu pour aller voir Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, voilà, qui va sortir. C'est mauvais. C'est mauvais. Quand on a vu Godzilla Minus One avant, c'est ultra mauvais. Voilà. Euh, on est juste là pour avoir un mécha Godzilla qui sert à rien. En fait, ça sert à rien. Vraiment, c'est. Ah, vous avez vu une petite histoire intéressante et voilà, ça ne sert à rien, ça ne raconte rien d'autre que. On a des grosses bêtes. Voilà. Le seul truc qui fait que je le mets pas dans la case nulle, c'est le traitement de King Kong. Alors, il y a un côté un petit peu mystique, genre le monde souterrain, là, voilà, un espèce de genre voyage au centre de la Terre, avec tout un truc un peu mystique, spirituel, des ancêtres de Kong, etc. Ça peut être chelou, d'accord, mais ça apporte une espèce de. Pour moi, ça apporte un petit plus à King Kong, parce que c'est un monstre que j'aime beaucoup, plus que Godzilla d'ailleurs. Alors que j'adore Godzilla, mais du coup, là, c'est le seul personnage qui est intéressant parce que c'est le seul qui évolue, c'est le seul qui a un impact, c'est le seul qui sert à quelque chose finalement. Là, on a juste deux confrontations, trois confrontations, dont deux entre Godzilla et King Kong, et après une confrontation avec Godzilla qui s'allie à Kong pour détruire le mecha Godzilla. On attend en fait 1h30 pour avoir le fin mot en mode même pas ils ont créé des trucs, ils sont. Non. On a un gros Godzilla. Voilà, je pense qu'il y avait tellement plus à faire, surtout quand t'as l'une des têtes de Ghidorah, du coup, ennemi mortel et ultime de Godzilla. Là, ils en ont juste fait un gros robot. Voilà. C'est mauvais. C'est mauvais. Tous les personnages humains de ce truc, j'ai envie de les voir mourir. Voilà. C'est pas le cas. C'est dommage. On aurait été dans un slasher, ça aurait été vachement plus marrant. Là, non. Là, c'est très 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 mauvais. C'est. Voilà. Et, je le mets pas dans les nuls parce qu'il y a King Kong, parce que c'est un personnage qui est intéressant, il est bien traité et il est attachant. Mais c'est tout. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans le Nouvel Empire, parce que ça a l'air d'être. L'ennemi a l'air d'être un gros singe aussi. Mais encore une fois, Godzilla il est juste là en mode bah. Écoute, on a les droits, on va te mettre, copain. J'ai très peur que ce soit ça encore pour Godzilla, alors que bah on l'a vu, on peut faire quelque chose d'intéressant avec ce personnage. Voilà, ce vlog est fini. C'était peut-être un peu long, hein, je suis désolé pour tous les reniflements, les toux, les raclements de gorge. Vraiment, c'était difficile de faire la vidéo comme ça en un peu moins d'une heure, d'un coup, sans boire, sans me moucher, sans rien. Du coup, j'espère que ce format vous aura plu. Voilà. Moi, c'était un vrai plaisir à tourner. Disons qu'une petite heure là, c'est très très cool. Je pense que ça va être très simple un peu plus simple à monter. Voilà. Et je vais me former un petit peu sur le montage, ça aidera un petit peu de Junkie aussi, parce que à savoir toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est lui qui se casse le cul à les monter, et on le dit pas assez. Du coup, bah voilà, je rends hommage à ton travail, Flo. J'espère que du coup ce format vous aura plu. Moi, c'était un vrai plaisir à tourner pour le coup, c'est très cool. Là, je tourne, on est le 15 février, donc il y a des chances que je sorte la vidéo sur les films de février un petit peu plus tôt que pour les mois de janvier. Là, je suis désolé, c'était un petit peu compliqué. Pourquoi je pensais de moi, je ne sais pas. Voilà, mais il y a des trucs pas mal intéressants
Il y a des trucs pas mal intéressants et tout. Je pense qu'il y a des gens, ils vont s'arracher les yeux, ils vont s'arracher les oreilles avec ce que j'ai déjà dit là et ce que je vais dire après pour le mois de février, notamment sur les séances maison. Mais voilà. Du coup, à bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Moi, ça a été un vrai plaisir. Je vous fais plein de gros bisous en distanciel, du coup, ça vous évitera d'être malade. Et prenez soin de vous. Voilà. À plus.